Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. C'est une première en demi-teinte pour l'entreprise spatiale Intuitive Machines. Une sonde spatiale privée a donc réussi à se poser sur la Lune, mais elle a trébuché sur la toute dernière ligne droite. On va y revenir dans cette émission, dans votre actualité spatiale. On parlera aussi de la désorbitation réussie d'un satellite de l'Agence spatiale européenne, une manœuvre anticipée il y a déjà plus de 10 ans. Et puis Ariane 6 est arrivé en Guyane, une étape clé aussi symbolique que technique. L'ingénieur en chef système de lancement du CNES sera en ligne avec nous. Et puis pour votre talk, alors que l'Inde vient de dévoiler sa toute première sélection d'astronautes au grand public, je vous propose de découvrir ou redécouvrir un talk enregistré en octobre dernier sur la progression impressionnante de l'Inde en matière d'exploration spatiale. Voilà pour le programme du jour, on démarre tout de suite avec l'actualité. La sonde Odysseus de l'entreprise américaine Intuitive Machines est devenue le premier engin d'une société privée à avoir aluni sur notre satellite, mais aussi le premier en provenance des États-Unis depuis 1972. Mais au lieu de se poser à la verticale, la sonde a atterri couchée sur le sol lunaire. La société assure pourtant que des données scientifiques devraient malgré tout pouvoir être récupérées. Alors, retour rapide sur les faits. La sonde qui mesure plus de 4 mètres de haut s'est posée sur la Lune jeudi 22 février, mais des rebondissements, notamment une défaillance de son système de navigation ont compliqué la descente finale. D'après une première investigation, c'est finalement une erreur humaine qui est à l'origine de cet incident. En conséquence, deux des antennes d'Odysseus pointent vers le sol, c'est-à-dire vers la surface lunaire, ce qui évidemment limite les communications. Côté bourse, l'optimisme autour de cet événement a conduit l'entreprise américaine à être évaluée à près d'1 milliard de dollars au lendemain de l'alunissage. Mais après la nouvelle de l'alunissage sur le nez, l'action s'est effondrée de 30% avant de finalement rebondir cette semaine de 6%. Autre actualité, l'ESA désorbite un satellite pour nettoyer l'espace. Le satellite européen ERS-2 s'est consumé dans l'atmosphère le 21 février dernier. Une fin de parcours impeccable après 29 ans d'orbite autour de la Terre. Le retour de cet objet de 2,3 tonnes présentait une infime probabilité de faire des dégâts ou de heurter quelqu'un. Évidemment, la résolution est tout autre. Alors en réalité, cette procédure de désorbitation, elle n'était pas prévue lors de son lancement en 1995, mais lors de sa désactivation en 2011, eh bien, l'ESA a utilisé le carburant restant pour abaisser son orbite et sécuriser ses batteries afin de raccourcir sa vie en tant que débris spatial. Opération réussie puisque le satellite européen ERS-2 est donc bel et bien rentré sur Terre en se désintégrant intégralement dès son entrée dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Pacifique Nord. Alors ce n'est pas la première fois que l'Agence spatiale européenne met en place ce genre de manœuvre. En juillet dernier, par exemple, le satellite européen Aeolus, lancé seulement en 2018, lui, est redescendu sur Terre avec succès après avoir achevé sa mission d'observation de la Terre. Dernière actualité du jour et pas des moindres, c'est l'arrivée d'Ariane 6 en Guyane. L'étage principal et l'étage supérieur du premier lanceur de vol Ariane 6 sont arrivés à Kourou le mercredi 21 février au bord du navire hybride Canopée. Pour en parler, Carole Deremaux a répondu à notre call actu, ingénieure en chef système de lancement au CNES. Bonjour Carole Deremaux, bienvenue dans Smart Space. Alors racontez-nous, c'était une étape cruciale, une étape aussi symbolique, j'imagine, que technique. Oui, bonjour à tous. Mais tout à fait, c'est une étape vraiment majeure pour le projet Ariane 6 et pour toutes les équipes qui travaillent sur ce projet. C'est l'arrivée en Guyane des 2 modules qui feront du coup le vol inaugural d'Ariane 6. Donc voilà, c'est le bateau Canopée, comme vous l'avez dit, qui est parti de Bordeaux fin janvier, qui a embarqué le module supérieur, donc l'ULPM, le 5 février à Brême, et puis ensuite le module inférieur, le LLPM, au Havre le 9 février, et qui ensuite pris la mer pour arriver au port de Paris-Acabo le 21 février, après 12 jours de mer, pour enfin délivrer en Guyane et au CSG les 2 modules du premier vol.
Alors ce voyage, est-ce qu'il était sensible? Est-ce que ça représentait des risques, ce transport pour le lanceur Ariane 6? J'imagine que ce sont des éléments fragiles. Alors oui, tout à fait, ce sont des éléments fragiles. Il faut effectivement éviter les chocs. Il faut avoir un environnement bien contrôlé, mais c'est ce qui est assuré à la fois par les containers, par le bateau en lui-même, et puis par les opérateurs qui sont à bord du bateau. Et ensuite, une fois qu'il est arrivé au port, il faut faire toutes les opérations de déchargement des containers pour ensuite avoir le transfert des modules par convoi sur route jusqu'au bâtiment d'assemblage lanceur où on peut ensuite commencer à décharger les modules des containers. Et donc là encore, étape cruciale, le déchargement de ces containers, comme vous le dites, c'est un mouvement de manœuvre assez important. Qui opère d'ailleurs ces manœuvres? Est-ce que c'est le Centre spatial guyanais, Ariane Group? Alors, il y a des opérations qui sont faites par les différentes entités responsables, que ce soit au niveau des opérateurs vraiment au niveau du bateau, des modules qui vont être Ariane Group. Il y a aussi toute la partie sécurisation du convoi avec des personnes du Centre spatial guyanais, aussi des opérateurs du CNES pour tout ce qui est aussi moyen de développer par le CNES au niveau de la base de lancement et notamment au niveau du déchargement. Donc voilà, c'est vraiment un travail commun. Le déchargement, c'est une étape particulièrement délicate quand on sort le module du container. Donc les étages ils sont sortis du container notamment grâce à un véhicule automatisé guidé qui va déplacer ensuite les modules depuis le container jusqu'à la ligne d'assemblage à l'horizontale dans le bâtiment d'assemblage lanceur. Donc c'est effectivement une étape à la fois délicate et cruciale, puisque après, une fois qu'ils sont sur la ligne d'assemblage, ils vont pouvoir commencer toutes les opérations de finalisation et d'assemblage du corps central. Donc là, est-ce qu'ils sont sur cette fameuse ligne d'assemblage déjà ces éléments, donc l'étage supérieur et l'étage principal? Alors c'est en cours, donc le module ULPM, donc l'Upper Liquid Propulsion Module, est déchargé de son container et sur la ligne d'assemblage. Et l'étage inférieur, le LLPM, va l'être dans les jours qui viennent. Et la prochaine étape, c'est quoi alors? Alors une fois que ces deux modules seront sur la ligne d'assemblage, il y aura la première étape qui va être de faire toutes les opérations de finalisation dans le bâtiment d'assemblage et notamment arriver à avoir les deux modules qui sont assemblés pour faire le corps central. Ensuite, en parallèle, on avait une phase d'essai combinée où on avait un module d'essai qui était sur la zone de lancement. Les essais avec les ergols et puis les essais de déconnexion des ombilicaux ont été terminés. Et donc, il y a en ce moment des équipes qui font le désassemblage du modèle d'essai pour pouvoir libérer la zone de lancement. Et donc, une fois qu'on aura une zone de lancement libérée et un corps central finalisé au bâtiment d'assemblage lanceur, ce sera le transfert de ce corps central en zone de lancement pour pouvoir verticaliser lanceur, finaliser l'assemblage en zone de lancement et puis tout ça vers un premier vol inaugural entre mi-juin et fin juillet, c'est ce qui est visé. Donc voilà, une étape vraiment cruciale avec un démarrage vraiment des opérations de préparation du premier vol. Merci beaucoup, Carole de Remaux, d'avoir pris le temps de répondre à notre call actu aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes ingénieur en chef système de lancement au CNES. On enchaîne, quant à nous, avec le TOLC. Et je vous propose cette semaine, à l'occasion de la révélation d'une toute nouvelle classe d'astronautes indiens, de découvrir ou redécouvrir un TOLC enregistré en octobre dernier sur les prouesses de l'Inde en matière d'exploration spatiale. C'est parti. La Lune, le Soleil, Mars et bientôt Vénus. L'Inde prend position sur l'échiquier du secteur spatial international. Et ce n'est pas une course de vitesse qui l'a menée là, mais véritablement un marathon. Car l'histoire spatiale de l'Inde n'est pas nouvelle. Pour en parler avec nous, à distance, Mathieu Weiss, directeur de liaison du CNES en Inde, depuis Bangalore précisément. Bonjour Mathieu Weiss et bienvenue sur le plateau de Smart Space. À mes côtés, Olivier Dallage, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde. Bonjour et bienvenue. Vous êtes aussi d'ailleurs auteur de plusieurs livres, on pourra peut-être en dire un mot. Alors en alunissant, il y a 3 semaines, l'Inde est devenue la 4e nation au monde et la 2e au XXIe siècle à poser un véhicule en toute sécurité sur la Lune. Ça change fondamentalement la carte géopolitique du secteur spatial ?
ça la précise, disons, dans la mesure, comme vous le disiez, l'Inde poursuit cette trajectoire spatiale depuis déjà assez longtemps. Ce qui s'est passé récemment répare aussi un échec qui s'était produit il y a près de 4 ans, puisqu'une précédente sonde s'était écrasée au moment d'allunir plutôt. Bon, c'est pas tout à fait extraordinaire, toute l'histoire spatiale est jalonnée de ce genre d'échec. Les Américains, les Russes et les Européens en savent quelque chose. Mais là, en tout cas, ça a été réussi. C'était nominal, comme disaient les techniciens qu'on a pu voir à la télévision en direct. Ils avaient l'air d'ailleurs assez détendus, contrairement au Premier ministre indien qui se trouvait au même moment à un sommet en Afrique du Sud, qui voulait intervenir, bien entendu, et qu'on sentait très, très tendu avant l'alunissage. C'est un enjeu énorme. Et puis alors, coup sur coup, on l'a dit en introduction, réussite technologique avec l'envoi d'une sonde en direction du Soleil. Alors, rembobinons un petit peu l'histoire avec vous, Mathieu Weiss. Derrière ce succès, l'Inde a une longue expérience du secteur spatial en réalité. Effectivement, l'Inde a commencé à peu près en même temps que la France, c'est dire, on l'oublie souvent. Le premier lancement indien a eu lieu en 1963, avec d'ailleurs déjà une charge utile française du CNES à bord de la fusée. Et l'ISRO, donc l'Agence spatiale indienne, notre l'homologue du CNES, a été créé en 1969. Et depuis lors, l'Inde a effectivement poursuivi cette trajectoire, comme on le disait, avec une continuité assez extraordinaire, puisque depuis le départ, l'Inde a dit qu'elle ne recherchait pas la puissance, contrairement aux autres pays qui s'engageaient dans le spatial dans les années 60, qui avaient surtout pour but de faire une démonstration de puissance et de montrer leur force, je dirais, géostratégique. La position de l'Inde a été toute différente, puisque l'Inde a, dès le départ, poursuivi les objectifs de développement. Et en cela, l'Inde a mis en orbite des satellites pour soutenir sa population, pour aider les Indiennes et les Indiens. Donc ce sont des satellites qui aujourd'hui fournissent des données pour l'agriculture, pour les pêcheurs, pour l'éducation aussi, puisqu'on réussit, l'Inde a été le pionnier, je dirais, de la télééducation. Pour promouvoir l'éducation dans les endroits les plus reculés du pays. Et je dois dire que depuis que je suis ici, je suis étonné par la proximité du spatial avec la population. C'est-à-dire que les Indiens utilisent le spatial, ils savent qu'ils utilisent des satellites tous les jours, ils en sont extrêmement conscients et ils ont d'ailleurs une relation extrêmement fraternelle avec leur agence spatiale et ils suivent de très très près toutes ces missions, dont les 2 dernières évidemment qui étaient des événements historiques ici. L'alunissage, il y a maintenant quelques semaines, mais aussi le lancement de la sonde vers le Soleil, comme vous le disiez. Olivier, c'est ce qui distingue peut-être cette nation, cette relation de proximité entre la société qui se développe et le secteur spatial. Est-ce que le secteur spatial a été vecteur de ce développement ? Je ne sais pas si c'est entièrement propre à l'Inde, parce qu'on l'a peut-être un petit peu oublié. Le spatial revient à la mode en France après une longue éclipse. Il faut se rappeler la passion qu'il pouvait y avoir dans les années 60-70. Un personnage comme Albert Ducrot, qui était journaliste à Europe 1, spécialiste de l'espace, était une des plus grandes figures connues dans le pays. Oui, c'est vrai que le jour où la sonde Chandrayaan 3 s'est posée, tous ceux qui pouvaient étaient devant leur télévision et les autres étaient devant leur smartphone. Les Indiens ont presque tous un smartphone pour suivre ça en direct. Et en effet, il y a quelque chose de très prégnant en Inde. Il faut rappeler d'ailleurs qu'un président de la République, le professeur Abdul Kalam, était lui-même considéré comme le père de l'aventure spatiale indienne. Et donc, oui, tout ça rapproche beaucoup les Indiens de ce qui se passe en ce moment. Puis, le rêve de l'espace, c'est quand même pas propre ni à l'Inde, ni à la France, ni à qui que ce soit. C'est humain. On a vu quelques champs d'application. J'aimerais bien qu'on les développe un tout petit peu. Alors, on a parlé des satellites qui sont très développés, satellites de communication du côté de l'Inde. Qu'est-ce qu'on peut citer encore comme champ d'application dans le secteur spatial indien ? Vous pouvez prendre la réponse.
L'observation, c'est quand même et les communications, c'est quand même le principal, hein, que ce soit la météo, la télévision. On l'a pas encore précisé, mais il y a quelques années, l'Inde s'est signalée en mettant sur orbite des grappes de satellites, c'est-à-dire plein de petits microsatellites en même temps. C'est pas à la portée de tout le monde, et ils l'ont fait sur des bases commerciales, c'est-à-dire que c'était pas des satellites indiens, c'était des satellites de différents pays, ce qui dénote une maîtrise assez colossale. Et oui. Mathieu, vous voulez ajouter un mot pour en parler. Bien sûr. Alors Mathieu, peut-être qu'on peut rebondir. Vous avez parlé tout à l'heure de la coopération brièvement avec la France. C'est vrai que l'Agence spatiale indienne a une longue histoire de partenariat avec d'autres pays aussi, mais avec la France depuis déjà 60 ans. Comment s'articule ce partenariat précisément ? Eh bien, la coopération avec la France est effectivement historique et traditionnelle ici. Depuis que l'Inde est devenue une grande puissance spatiale, elle a évidemment des coopérations avec d'autres pays, mais disons que nous avons été les premiers et les plus fidèles, puisque nous avons à peu près tout fait avec les Indiens. Nous avons fabriqué des moteurs de fusée dans les années 80. Alors je remonte un peu plus loin, dans les années 60, nous avons lancé des fusées-sondes ici pour faire des recherches scientifiques. Et après les moteurs de fusée, on a commencé à s'intéresser de très près au climat, bien avant que le climat ne soit une priorité politique et je dirais dans les médias. Donc les tout premiers travaux sur des recherches climatiques conjointes par satellite via l'espace remontent aux années 2000 et on a lancé une flotte de satellites climatiques les uns après les autres. Donc on en voit à l'écran actuellement. Il y a eu Mégatropique, il y a eu Saralaltika, il y aura Trishna qui est un satellite que nous développerons ensemble avec les Indiens. Donc à chaque fois, ce sont des satellites franco-indiens, c'est-à-dire que en gros, nos deux pays qui sont quand même relativement à la Chine ou aux États-Unis, qui sont des puissances spatiales qui n'avons pas forcément autant de moyens que les Américains ou les Chinois, eh bien, en nous mettant ensemble, nous faisons des choses extraordinaires, et je dirais que nous payons chacun la moitié du prix pour avoir un bénéfice total, puisque nos scientifiques utilisent ces satellites à 100% côté indien, à 100% côté français. Donc c'est une aventure qui, en plus, économiquement, est extrêmement viable. Olivier Delage ? Alors, pour être juste, c'est pas une relation exclusive, hein. Les Indiens détestent être dans un tête-à-tête avec une autre puissance. Ils veulent multiplier les partenariats. Et un des plus anciens, à part la France, c'est la Russie. Oui. C'est-à-dire qu'après Spoutnik, évidemment, Russes et Indiens ont commencé à réfléchir à la chose ensemble. Et les Russes ont aidé à développer des moteurs cryogéniques. Ils entraînent des cosmonautes indiens. Enfin, le partenariat avec la France n'est pas exclusif de ce qui se passe avec les Russes, et d'ailleurs aussi avec les Américains, puisque il y a eu des Indiens dans des navettes spatiales. Il y a même eu un tragique accident, puisque une astronaute indienne était à bord de Columbia lors de l'explosion de cette navette. Et voilà, et lors du lancement de Chandrayaan 3, même si la technologie était presque exclusivement indienne, le suivi de la trajectoire a été garantie grâce à l'assistance d'une part de l'Agence spatiale européenne et d'autre part de la NASA. Alors vous citez la Russie, est-ce que ça fait toujours partie des partenaires en matière de spatial de l'Inde aujourd'hui ? Bien entendu, et notamment pour un projet de vol habité qui a été reporté théoriquement à 2025, on verra s'il aura lieu en 2025. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de rupture dans la coopération spatiale entre la Russie contrairement avec l'Europe, par exemple, qui est en rupture totale pour l'instant avec la Russie ou les États-Unis. Oui, mais la politique indienne est précisément de ne pas rompre avec les Russes. Très bien. Est-ce qu'on peut situer l'Inde parmi les pays émergents du secteur spatial, même si à partir d'aujourd'hui, elle fait partie de ces puissances mondiales, par rapport à ses concurrents? Quelle est sa position ? Plus qu'émergent, moi je dirais émerger. On l'a dit tout à l'heure, l'Inde est la 4e puissance spatiale à réussir à poser un satellite, et pas seulement poser un satellite, hein. Il y a eu le robot qui s'est déplacé, qui a envoyé des résultats d'expérience. 4, c'est pas beaucoup sur la planète. Il y a la Chine, il y a la Russie, et bien entendu les États-Unis, et maintenant l'Inde. Voilà, donc je pense qu'on ne peut plus parler
de puissance émergente, elle a sa place à la table des grands. Oui, vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Weiss, face par exemple, je ne sais pas moi, l'Arabie Saoudite qui arrive aussi technologiquement à se développer en direction de Mars par exemple. Quel est votre regard sur la position sur l'échiquier international de l'Inde ? Sur l'échiquier international, l'Inde incontestablement a pris une avance considérable et il est clair que dans le secteur spatial, les choses se voient plutôt de manière sectorielle. Donc l'Inde aujourd'hui est active dans tous les secteurs, que ce soit l'observation de la Terre, les télécoms, la navigation, les sciences, mais aussi la défense et les programmes spatiaux militaires. Donc l'Inde a un spectre complet de compétences spatiales, ce qui n'est pas le cas d'autres pays que vous appelez émergents, mais ce qui est le cas uniquement de gens comme les États-Unis, la Chine et l'Agence spatiale européenne. Avec quel budget elle a réussi ces exploits, l'Inde, en matière de spatial ? Un budget assez austère et serré. Oui. On a lu un peu partout que le coût total de la mission Chandrayaan 3 était inférieur au coût de réalisation du film Interstellar par Nolan. D'accord. Donc ça donne quand même une idée. Il y a deux aspects que je vois dans cette capacité de tenir les coûts. Oui. L'un, c'est que les salaires indiens sont moins élevés que ceux qui sont en vigueur en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Oui. Mais également, il y a une tradition indienne de ce qu'on appelle là-bas le jugad. C'est le système D, la débrouillardise. Ça ne veut pas dire que c'est fait au rabais. Ça veut dire qu'on cherche l'efficacité avec des moyens très frugaux. C'est de la frugalité, si vous voulez. De la même façon que les médecins et les techniciens ont mis au point un électrocardiographe portatif qui tient dans une petite mallette qui permet aux médecins de campagne d'effectuer des électrocardiogrammes en dehors de tout centre médical. Eh bien, ce même souci d'efficacité et de frugalité est quand même au cœur aussi du programme spatial indien. C'est ce qui explique peut-être qu'autant de projets, alors voient le jour aujourd'hui, mais évidemment, ces deux derniers projets dont on a pu être témoin, ils datent d'au moins 10 ans, le temps que se mette en place la mission, mais avec un budget qui est équivalent, alors j'ai regardé un petit peu, à celui de l'Allemagne, 1,5 milliard, 1,6 milliard pour l'Allemagne. Alors évidemment, l'Allemagne s'inscrit dans un autre contexte, puisqu'elle participe au budget de l'Agence spatiale européenne, mais c'est quand même intéressant de voir qu'avec la même somme, on arrive à réduire les coûts dans ce pays-là, et c'est ce qui le démarque aujourd'hui et qui en fait un bon partenaire pour d'autres pays, comme la France d'ailleurs. Oui, pour les raisons que j'ai indiquées, il y en a peut-être d'autres, mais ce sont les deux principales à mon avis. C'est aussi un atout pour la France dans cette collaboration d'arriver à mener à bien des missions technologiques à moindre coût. Évidemment que c'est un atout. Il y a peut-être quelque chose que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que les Indiens font leur mission dans des calendriers beaucoup plus serrés que les nôtres, et donc en travaillant plus rapidement, ça coûte moins cher. Je pense que, vous savez, nous apprenons de cette coopération avec les Indiens. Il ne faut pas s'imaginer que l'échange ne va que dans un sens. Bien au contraire, je dirais qu'actuellement, l'échange va presque plus dans le sens de l'Inde vers la France. Parce que pour nous, c'est extrêmement intéressant de travailler avec des gens qui ont d'autres méthodes d'ingénierie, d'autres méthodes de simplification des process, de rationalisation. Je voudrais dire qu'on parle souvent du New Space, vous savez, en disant le New Space réinvente le spatial parce qu'ils font les choses simplement, ils font les choses avec, disons, ils popularisent le spatial parce qu'ils arrivent à utiliser peut-être des produits, des sous-systèmes qui existent sur le marché et ils ont ils changent les compétences. Eh bien, le New Space, finalement, ça existe en Inde depuis le début. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le Jugad, c'est le même état d'esprit que le New Space. Je voudrais ajouter qu'il y a probablement d'autres facteurs d'environnement qui expliquent ça. L'un, c'est la qualité des écoles d'ingénieurs publics qui ont été créées dans les années 50 et qui aujourd'hui produisent depuis quelques générations des ingénieurs de haut niveau.
Et le deuxième élément que je vois, c'est une culture mathématique propre à l'Inde du Sud, qui est très développée. C'est d'ailleurs pas un hasard si à la tête de toutes les grandes entreprises américaines de technologie, on trouve souvent des Indiens ou des gens d'origine indienne. Et cette culture mathématique, probablement, a facilité la génération d'ingénieurs qui ont contribué au succès de cette conquête spatiale. Et l'essor technologique qui en ressort. Alors, la prochaine étape pour l'Inde, c'est quoi? Le vol habité, vous l'avez dit tout à l'heure? Alors, ce sera... autant que je sache, le projet d'un vol habité, pour l'instant, est en coopération, d'un côté avec les Américains, de l'autre avec les Russes. Je n'ai pas connaissance d'un programme à brève échéance permettant d'envoyer des êtres humains dans l'espace qui serait entièrement contrôlé par l'agence spatiale indienne, l'ISRO, mais peut-être dans une étape ultérieure, oui. Mathieu Weiss? Là, je me permets de rectifier, le projet de vol habité est purement indien et il aura lieu, effectivement, il est annoncé pour 2025. Il n'y a absolument pas de contribution des Américains. Il y a certes l'entraînement des astronautes qui est fait en Russie et il y a un support de la France pour tout ce qui est médecine spatiale. Puisque nous sommes au niveau de l'Agence spatiale européenne les garants et les responsables de la médecine spatiale pour les astronautes européens. Mais le projet Gaganyaan est un projet purement indien et avec les technologies indiennes, il est prévu de démontrer que l'on a l'ensemble des compétences pour lancer un humain dans l'espace et le ramener sur Terre de manière saine et sauve. C'est d'ailleurs ce qui a été annoncé par le Premier ministre Modi et qui constitue, je dirais, une étape historique dans le développement du spatial indien. Donc on a les moyens financiers d'aller chercher cette étape historique, comme vous l'avez dit, qui est quand même qui nécessite un autre palier technologique pour arriver à ramener des hommes d'une mission dans l'espace. Il y a 10 ans. Et le budget consacré au spatial était un peu moins, était beaucoup moins que la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Donc les moyens financiers, oui, si on a des ambitions, on met en place les moyens financiers, c'est ce qui a été fait. Olivier Dalla, je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce plateau et merci à vous. Mathieu Weiss, depuis l'Inde, directeur de liaison au CNES. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart à la production Lily Zalkind.